Quand la famille est trahie, l'océan rend le souffle. Chapitre 1. Les fleurs des funérailles n'avaient même pas eu le temps de faner. Les lys que notre amie Myriam avait apportés reposaient désormais dans un seau en plastique sur la véranda, doucement ballottés par le vent de septembre. Leur parfum avait déjà changé. Ce n'était plus celui des vivants, mais celui de l'adieu. Je me tenais dans la cuisine, debout, immobile. Devant moi, une tasse blanche sur laquelle on lisait « Meilleure grand-mère du monde ». Un cadeau de Katia. Trop légère dans ma main, trop vive dans le silence épais qui collait au mur, elle semblait détonner. Une vapeur fine s'élevait du café, mais je ne le buvais pas. Je le regardais s'évaporer, comme si la chaleur elle-même me montrait comment tout, peu à peu, s'échappe. Depuis le départ de Jack, chaque chose semblait avoir perdu son nom, sa fonction, sa nécessité. Le miroir, accroché au mur face à moi, reflétait le visage d'une femme que je ne reconnaissais plus, ou à peine. Une étrangère portant mes traits. Le téléphone n'avait pas cessé de sonner. Lundi, soir, matin. Comme si l'inquiétude avait pris la forme d'une offensive régulière, obstinée, décidée à me tirer de ma torpeur. J'ai fini par décrocher au 4e appel. « Allô, maman ?» C'est Sébastien. Évidemment. Qui d'autre ? Sa voix avait gardé ce velours d'autrefois, ce timbre arrondi avec l'écho tendre du petit garçon qui, autrefois, ramenait à la maison des pigeons blessés dans les poches de son sweat et murmurait « Ils vont s'en remettre. » Presque. Aujourd'hui, il parlait avec le ton de quelqu'un qui négocie, posé, mesuré. Même si, à ce que j'en savais, ses seuls partenaires d'affaires avaient pour nom Poker King 92 ou Lucky Mousse, autour de tables en ligne. « Comment tu vas ?» Je m'inquiétais. Je sais que tu es dans une période difficile. Mais je me disais qu'on devait parler. De certaines choses, je n'ai pas répondu immédiatement. Un silence s'est installé, de ceux où tout peut se glisser, où l'essentiel se cache entre les mots. Oui, ai-je fini par dire. Je suis encore en deuil. Maman, il s'est interrompu un instant, comme s'il cherchait une entrée correcte. J'ai réfléchi. Être seule, avec la maison, le jardin, ce n'est pas évident. C'est un fardeau. Un sourire s'est échappé de moi. Fugace, inattendu. Le premier de la journée. Peut-être qu'il avait raison. Le jardin, surtout. Le géranium du rebord semblait lui aussi entrer en dépression. Mais la façon qu'avait Sébastien d'introduire le sujet, la charge que représentait la maison, avait quelque chose de comiquement prévisible. La maison est payée, ai-je dit. Jack avait terminé le crédit il y a 5 ans. Un silence encore. Oui, bien sûr, mais il y a les impôts, les travaux, le chauffage. Tout ça, c'est lourd. Peut-être qu'il faudrait envisager de vendre. Rester ici, ça veut dire payer, et payer, ce n'est pas rentable. Pas rentable. Tout l'univers de Sébastien se révélait dans ces mots. Toujours à la frontière, toujours légèrement à côté, à peine trop tôt ou légèrement trop tard. Il parlait avec les mots d'un fils attentionné, mais ses phrases laissaient un goût de sable sous l'alliance. « J'y réfléchirai », ai-je dit, et j'ai raccroché. Le 2e appel venait de Darline, ma fille. Sa voix était plus assurée, plus forte, avec cette fermeté de ceux qui se croient à la tête d'un conseil familial. Elle proposait de étudier les options. Il y en avait 2. Vendre la maison ou partager l'argent. Tu ne vas pas rester seule dans une maison aussi grande, maman, pas vrai ? Ce n'est pas rationnel. Il parlait toujours ce langage-là. Économie, logique, optimisation. Mais le deuil n'est pas rationnel. Pas plus que l'amour. Pas plus que 29 ans de vie commune dans cette maison, devenue bien plus qu'une adresse. Une géographie des émotions. Après son appel, j'ai mis le téléphone en mode « ne pas déranger ». Puis je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Dehors, les moineaux piaillaient sans relâche, débattaient d'on ne sait quoi. Leurs cris se heurtaient aux vitres. Les feuilles d'automne, elles, tombaient une à une de mon pommier, comme des pensées qu'on ne parvient plus à retenir. Et je me suis souvenue d'une phrase de Jack. Un soir, où nous buvions du thé. Lui sur le canapé, moi dans son vieux pull trop grand. Il avait dit simplement « Quand je ne serai plus là, ne te précipite pas pour te débarrasser de ce qui était à nous. Laisse les choses partir quand elles seront prêtes. » Il savait. Bien avant nous tous. Chapitre 2. Sébastien a rappelé 2 fois ce jour-là, mais je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, poussée par une intuition calme mais irrépressible, je me suis dirigée vers le tiroir du bureau où Jack rangeait ses documents. J'avais toujours su, quelque part au fond de moi, que le jour viendrait où je l'ouvrirais.
Ce que je ne savais pas, en revanche, c'est que ce jour serait aujourd'hui, sans alarme, sans signe, simplement parce que quelque chose en moi s'était aligné avec ce besoin de vérité. Je voulais savoir ce qu'il m'avait laissé, et peut-être aussi, avec une tendresse mélancolique, ce qu'il avait oublié. Le dossier que je sortis était dense, légèrement gondolé sur les bords, et il exhalait cette odeur à la fois douce et sèche du papier qui a traversé les années, mêlée à quelque chose de plus personnel, de plus intime, comme une trace de lui qui refusait de s'effacer. J'ai soupiré, porté à mes lèvres une gorgée de café devenu tiède, puis j'ai commencé à lire. Il y avait dans ce dossier un parfum que je connaissais sans le reconnaître vraiment, un mélange de cuir ancien, de papier jauni, et, curieusement, une nuance presque imperceptible de tabac, alors même que Jack n'avait jamais fumé. Je me suis rappelé que, bien des années auparavant, il avait laissé un paquet ouvert au soleil, et que ce paquet, par sa seule présence, avait imprégné tout le tiroir. Parmi tous les dossiers rangés là, celui-ci était le seul à avoir une fermeture à bouton pression. Les autres n'étaient que de simples pochettes. Il appelait celui-ci en riant « Les secrets du vieux grand-père ». Et il ajoutait toujours ce clin d'œil malicieux qui désarmait tout. Je l'ai ouvert avec lenteur, presque avec respect, comme si j'avais eu peur de réveiller une mémoire endormie. À l'intérieur, tout était parfaitement classé. Relevé de compte, rapport d'investissement, acte notarié, chaque document soigneusement daté, signé, parfois même accompagné d'un petit post-it griffonné d'une main ferme mais un peu penchée. Montré à monsieur, à discuter plus tard. Mais ce plus tard n'était jamais venu. Sous la pile de papier, j'ai trouvé une photographie. Jack riait à pleines dents. Katia portait une robe nuageuse, légère comme une bulle. Et moi, j'étais vêtue de cette robe que je réservais aux jours de dispute, celle qui me donnait de la force sans me protéger. Sous la photo, une enveloppe m'attendait. En la prenant, j'ai reconnu immédiatement son écriture, penchée, nerveuse, presque argumentative. Jack écrivait comme s'il était toujours en train de se battre avec le stylo, comme si chaque mot était une conquête. Sur le bas de l'enveloppe, il avait noté simplement « À ouvrir 1 mois après ma mort. Pour toi seul ». J'ai posé l'enveloppe à côté de moi, le cœur en tension, puis j'ai continué à lire les documents. Le compte bancaire était bien garni, les placements aussi. Et puis, entre 2 feuillets anodins, un titre de propriété inattendu est apparu. Il concernait une villa située au Portugal. J'ai cligné des yeux, vérifié, relu. Oui, c'était bien cela. Villa, Algarve, bord de mer. Il ne m'en avait jamais parlé. Pas une allusion, pas le moindre indice. Rien. Sauf peut-être cette phrase jetée au hasard un jour où il préparait une salade, ses mains pleines de basilic et de tomates. Quand on sera vieux, j'ouvrirai une bouteille de vin au coucher du soleil. Et toi, tu feras tinter les verres sur la terrasse. Quelque part, là où l'on peut entendre l'océan. Ce jour-là, j'avais ri. Il avait souri. Et je comprends maintenant que ce sourire était celui d'un homme qui savait. Il avait acheté ce lieu, pour nous, mais avait décidé de ne rien dire tant que ce ne serait pas nécessaire. Vieux filou, ai-je murmuré en voyant la date du document, signé de sa main et scellé avec une précision presque solennelle. Tous les papiers étaient à mon nom. Absolument tous. Aucun ne mentionnait les enfants. J'ai pensé à Sébastien, à son goût pour les ambitions abstraites, pour ses phrases creuses pleines de termes importés. Revenu passif, rebranding personnel, flexibilité professionnelle. Il prononçait tout cela avec le même ton qu'on emploie pour lire un mode d'emploi ou la liste des ingrédients sur un paquet de pâtes. Et puis, finalement, j'ai ouvert la lettre. Il avait commencé comme il le faisait toujours. Ma douce. Pas chérie, ni amour, ni femme. Non, ma douce. Ce diminutif tendre qu'il m'écrivait dans ses messages quand il avait oublié quelque chose ou quand il voulait que je descende au jardin admirer une rose sauvage nouvellement éclose. Si tu lis cette lettre, c'est que je suis partie avant toi. Considère que j'ai gagné notre petit jeu qui partira le premier. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, le premier depuis des jours. Il savait que l'humour était notre manière de rester à flot. Tu n'es pas un poids. Tu ne l'as jamais été. Ne laisse personne te rendre plus petite, plus commode, plus utile. Sébastien et Darline sont nos enfants. Mais désormais, ce sont des adultes. Qu'ils vivent leur vie, avec tout ce que cela implique. Tu n'as à sauver que ceux qui souhaitent l'être. J'ai fermé les yeux. Chaque mot tombait avec une justesse tranquille, comme une respiration lente, longue, profonde. Ce n'était pas un cri d'alarme,
ni une bouée de sauvetage. Juste de l'air. De l'air qui fait du bien. De l'air qui rappelle qu'on vit. Tu es forte, tu es claire, tu es libre. La villa, l'argent, la paix, tout cela est pour toi. Pas pour les petits-enfants, pas pour des projets raisonnables. Pour toi. Prends ce que tu veux. Et fais-le sans culpabilité. Il avait prévu. Il savait qu'ils allaient revenir à la charge. Avec des chiffres, avec du bon sens, avec des paroles douces et des regards insistants. Il savait que Sébastien serait charmant, mais lourd. Que Darline organiserait des appels en visioconférence avec des mots comme option et avenir. Qu'il ne demanderait pas ce que je voulais, mais chercherait à obtenir ce dont eux avaient besoin. J'ai acheté cette maison au bord de l'océan parce que je savais que tu comprendrais, un jour, que la vie peut recommencer. Et si c'est avec la mer devant, alors c'est encore mieux. La lettre se terminait par une phrase tremblée, irrégulière, presque douloureuse à lire, mais inébranlable. Vis pour toi. Cesse d'exister pour tout le monde. J'ai refermé le dossier, sans hâte. Puis je suis allée mettre l'eau à chauffer, et je me suis approchée de la fenêtre. Le jardin, lui, n'avait pas changé. Mais l'air, oui, l'air était différent. Jack avait trouvé le moyen de rester à mes côtés, même dans son absence, à travers les mots qu'il m'avait laissés pour me relever. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je me suis rendue à l'étagère, là où nous avions rangé cette vieille carte de l'Europe. J'ai sorti 2 punaises. L'une pour ici, l'autre pour là-bas. Pour ce coin du Portugal, où les vagues frappaient la terre sans jamais s'excuser. Je les ai reliées d'un fil rouge. Rouge comme notre vin préféré. Rouge comme sa cravate le jour du mariage. Rouge comme l'amour, non pas celui qui console, mais celui qui libère. Et j'ai pensé, peut-être que recommencer, ce n'est pas fuir. C'est juste aller là où l'on recommence à respirer. Chapitre 3. Le cabinet juridique de Madame Connie Dumas se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble en briques, un bâtiment qui, à en juger par son allure et son obstination à rester lui-même, semblait n'avoir pas modifié sa conception du monde depuis 1953. Sur la porte, une plaque dorée, un peu ternie, affichait en lettres austères « Connie Dumas, juriste généraliste ». Et cette formulation, anodine en apparence, suffisait à éveiller en moi un léger malaise. Comme si elle trahissait une ambition trop vaste ou un flou voulu. Juriste généraliste, cela sonnait un peu comme un manteau mal taillé qui tente d'être à la fois une robe de soirée et une robe de chambre, sans être ni l'une ni l'autre. Connie m'accueillit avec ce sourire doux et un peu formaté, celui que l'on imagine inclus dans les frais de consultation. Elle portait un tailleur couleur biscuit bouilli, fade et confortable. Et ses lunettes, suspendues à une fine chaîne dorée, semblaient tenir en équilibre entre la politesse et la fuite, prête à glisser de son nez à la moindre provocation. « Entrez, je vous en prie, Madame L. » dit-elle en consultant rapidement une chemise cartonnée. « Pardonnez-moi, je suis un peu débordée. J'ai encore l'esprit encombré par une succession assez particulière. 6 chats, imaginez-vous. » Moi, je n'ai eu qu'un mari, répondis-je, mais il semble avoir décidé, même après sa mort, de ne pas être en reste avec les félins en matière de surprise. Elle eut un petit rire bref, sincère. Puis, reprenant un ton professionnel sans brusquerie, elle ajouta « Commençons par les bonnes nouvelles. D'après son testament, tout ce qui appartenait à Jack vous revient intégralement. La maison, les comptes, les placements et la villa au Portugal. » Elle prononça villa avec un accent incertain, presque comme s'il s'agissait d'une appellation de fromage rare, ce qui me tira un sourire involontaire. Je hochai la tête calmement. « Et les enfants » demandai-je ensuite. « Ils ne sont pas mentionnés. » Elle haussa légèrement les épaules, dans un geste délibérément neutre. « Tout est à votre nom. » Elle ne dit pas cela avec froideur, mais avec cette sobriété tranquille des gens qui savent que les vérités les plus simples sont parfois aussi les plus douloureuses à entendre. Et moi, je ne ressentis ni choc ni joie. Ce que je ressentis, ce fut plutôt une impression étrange, profonde, comme si l'on venait de me rendre mes propres mains, mon corps, ma vie, mon choix. « Il ne voulait pas que je partage, » murmurai-je, « pas avec qui que ce soit. »« Je ne suis pas juriste des sentiments, madame, » dit-elle sans ironie, « mais dans la lettre qu'il vous a laissée, les choses sont formulées sans ambiguïté. » Elle me tendit une enveloppe, cette fois bien différente de celle que j'avais ouverte chez moi. Ici, le papier était épais, officiel, timbré d'un sceau, presque intimidant.
Il dégageait cette autorité discrète propre aux lettres que l'on n'a même pas besoin d'ouvrir pour savoir qu'elles vous changeront. Si tu lis cette lettre, c'est que tout est déjà entre tes mains. Je te connais. Tu attendras jusqu'à la dernière minute. C'est ta façon d'être. Mais cette fois, il n'y a plus de plus tard. Il n'y a que toi. Et ta vie. Tu ne dois rien à personne. Tu n'es pas une banque, pas une hotline, pas un gilet pour absorber les larmes des autres. Tu es une femme. Et tu peux enfin être toi-même. Signé Jack. Son écriture tremblait, oui, mais ses mots, eux, ne vacillaient pas. Connie s'était levée discrètement, s'était approchée de la fenêtre et, regardant au dehors, murmura « Je m'excuse, je laisse toujours un peu de silence aux gens qui lisent ce genre de lettres. Il est parfois plus facile de se taire que de dire mes condoléances pour la 5e fois dans la même journée. Je l'ai remercié d'un regard, et plus encore pour son chat massif et flegmatique qui dormait en boule sur le rebord de la fenêtre. Un symbole parfait de l'indifférence apaisante du monde animal à nos drames humains. Il savait que les enfants tenteraient de tout prendre, dis-je en repliant doucement la lettre. Oui, il savait, acquiesça-t-elle. Et on dirait qu'il vous a légué, en plus de la maison, le droit de respirer. Je me suis levée, doucement, sans brusquerie. La lettre dans mon sac, les papiers dans une chemise. À la porte, je me suis arrêtée. J'ai hésité une seconde, puis je me suis retournée. Comment s'appelaient les chats? Pardon? La succession avec les 6 chats. Je me demandais juste, qui a eu le plus de chance? Elle éclata de rire, cette fois franchement. Le plus vieux a 19 ans, il s'appelle Lord Biscuit. Il a hérité de la maison, les autres vivent avec lui. Au moins, quelqu'un s'en sort bien, dis-je en souriant. Dehors, l'air était doux. Le genre de douceur que Septembre réserve au jour où il accepte de se comporter comme un vieil enseignant, patient, ferme, mais bienveillant. Je marchais lentement jusqu'à l'arrêt de bus, les mains dans les poches, le sac un peu plus lourd d'un avenir possible. Je repensais à la lettre, à Jack, à ces petits mots laissés un peu partout dans la maison, sur des post-it, sur des bouts de papier, sur des étiquettes de confiture. Le raisin est au frigo, les baisers, pour plus tard. Et ce plus tard, aujourd'hui, était enfin arrivé. Et je compris alors que je n'étais plus une veuve. J'étais une femme, avec une lettre, des clés, une maison au bord de l'océan. Et un plan. Un plan qui n'existait pas hier, mais qui venait de naître quelque part entre les lits et les chats. Chapitre 4. Ce jour-là, dans la maison, flottait une odeur de betterave rôtie. Non parce que je l'avais cuisinée exprès, simplement parce que je l'avais oubliée, laissée dans le four, et que j'avais oublié d'éteindre le feu. C'est un de ces accidents silencieux, quand la tête est pleine de mots sur papier, de sentiments anciens et de projets en suspens, quand le faire et défaire du quotidien se mêlent d'un rien négligé. La betterave avait brûlé, et la fumée montait doucement, s'étirant au-dessus de la cuisinière comme un rideau de scène avant l'apparition annoncée de Sébastien. Il est arrivé, comme toujours, d'un pas trop assuré, trop décidé. Une voiture neuve, en prêt pour un essai, bien sûr. Des lunettes teintées qui lui cachaient les yeux, un sweat griffé de designer avec un logo probablement significatif pour son cercle. Il est entré dans la maison comme dans un showroom, oubliant, ou feignant d'oublier, que c'était ici que son père avait vécu, et que c'était ici que le deuil avait laissé ses traces. « Bonjour maman », dit-il d'une voix lisse. « Comment tu vas ? Ça sent un peu le... fumé, ici. Nouvelle déco olfactive, tendance cosy ?» Je l'ai regardé, un peu étonné, et j'ai répondu doucement. « Betterave, simple betterave. La vie, tu sais. On cuisine quelque chose, on rêve d'un goût, et on obtient un souvenir d'autre chose. » Un instant, le silence. Puis la porte s'ouvrit de nouveau, et Darline entra. Stricte, sobre, veste bien taillée, l'ordinateur sous le bras, l'air d'une femme qui sait qu'elle est ici pour négocier des réalités. Elle n'apportait pas d'odeur de cuisine, mais celle plus froide, du papier, du sérieux, de la gestion. « Maman, commença-t-elle, d'un ton posé mais décidé, nous voudrions qu'on discute de tout ça, posément, sans émotion. » J'ai hoché la tête. L'idée même d'un « on discute sans émotion » sonnait comme un accord préalable à la déraison. Je me suis assise à table. Sébastien me faisait face. Il posa sa main sur la table comme sur un échiquier, prêt à jouer une partie qu'il croyait gagner d'avance. « La maison est grande, maman. Tu es seule, ce n'est pas durable. » Je pris le temps de respirer, le temps de choisir mes mots. « La stabilité, répondis-je, c'est un concept relatif. Surtout quand tu vis des intérêts et des retours que tu n'as pas demandés.
quand ta vie dépend des décisions des autres. Son sourire, le sourire de ceux qui croient qu'un compliment bien placé suffit à faire basculer la conversation, s'imprima sur son visage un instant. « Maman, tu sais bien que tout ça c'est de l'amour. On s'inquiète pour toi. On veut t'aider. C'est ça la famille. » Je l'ai regardée calmement. Je sais bien ce qu'elle aide. J'ai vu le marché, j'ai vu vos calculs pour le jardin, pour le terrain, avant même de me demander ce que je voulais. L'information, c'est bien, mais elle ne remplace jamais la vérité. Darline baissa les yeux. Un instant. Un petit signe d'incertitude qu'elle cacha aussitôt. Sébastien, d'un geste automatique, saisit ma tasse de café, prit une gorgée, puis esquissa une grimace. « Amer, non » dit-il comme si c'était une surprise. « Ce n'est pas le premier café de la journée, ni la première discussion, répondis-je. Alors, excuse-moi, je suis déjà un peu plus forte. » Darline soupira, l'air d'une femme qui croit encore aux solutions rationnelles. « Maman, sois réaliste, dit-elle. Tu n'as pas de revenu stable, c'est un fait. » Je me levai sans colère, mais avec la gravité tranquille de celle qui sait ce qu'elle vaut. Jack m'a tout laissé, tous les comptes, tous les placements. La villa au Portugal, tout est à mon nom, j'ai parlé avec l'avocate. Sébastien me regarda alors comme si je venais de tirer un lapin de mon chapeau, stupéfait, décontenancé, sans mots. « Il ne nous faisait pas confiance ?» demanda-t-il, la voix un peu plus basse, un instant vulnérable. « Il me faisait confiance. À moi seul. Et vous, je crois qu'il savait que vous vous égariez dans des priorités qui n'étaient pas les vôtres. » Je me dirigeai vers le buffet, ouvris une boîte en bois, une vieille boîte simple, et en sortis un pli que je tendis à Darline. Elle le prit, le déplia, mais ne dit rien. Elle le regarda, puis le passa à Sébastien. Il le lut, fronça les sourcils et le posa sans un mot. Il était un peu dépassé, observa-t-il d'un ton condescendant. Peut-être, ou peut-être lucide, dis-je calmement. Ton père n'a jamais été d'un romantisme fragile. Il savait qu'un non juste ne serait pas suffisant. Alors il m'a laissé un oui. Sébastien baissa les yeux. Pour la première fois peut-être, je vis l'enfant que j'avais connu, parfois apeuré dans le noir, souvent timide sous la colère, parfois juste fragile. Un instant, il n'était plus l'adulte arrogant, mais le garçon perdu qui me demandait de rester jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis le masque retomba, et il redevint l'homme que le monde semblait devoir financer, pour son plus tard éternel. Je suis une femme, et oui, une mère, dis-je en le fixant. Mais je ne suis ni votre banque, ni votre caution, ni un pilier inépuisable. Je vis dans ses yeux une étincelle de défi, de colère, de déni, mais je gardai mon calme. Je suis fatiguée de jouer un rôle où l'amour n'a plus de place, où tout se négocie. Ils ne partiront pas immédiatement. Un moment de flottement, des mots maladroits mêlés à des souvenirs de Katia, des propos sur l'avenir de leur fille, sur ce qu'elle pourrait avoir, ce qu'ils pourraient offrir. Je n'ai rien répondu. Quand la porte se referma derrière eux, je restai un instant immobile. Puis je me suis dirigée vers le miroir dans le hall. Je me regardais. Pour la première fois depuis longtemps, je ne vis plus seulement une mère. Je vis une femme, avec un passé, avec une maison, avec des choix qui n'appartiennent qu'à elle, et une liberté nouvelle, fragile, mais entière. Je me souvins des petits mots que Jack laissait parfois sur la table, des mots écrits à la hâte sur des bouts de papier, en pleine routine. Les raisins sont dans le frigo, les baisers, pour plus tard. Ce plus tard était arrivé. Et je compris enfin que je n'étais plus seulement une veuve dans une maison vide. J'étais une femme, avec une lettre, avec des clés, avec un horizon que personne ne pourrait plus redessiner à ma place, et un plan que je n'avais pas imaginé, mais qu'il venait d'écrire, entre les lignes d'un testament, entre les lignes d'une vie. Chapitre 5. Quand je me suis réveillée ce matin-là, tout était déjà décidé. Pas parce que j'avais vu apparaître Jack dans un rêve, pas parce que la lettre avait soudain brillé d'une lumière mystérieuse. Non, rien de tout cela. Simplement, un épais fil de tension intérieure s'était défait en silence, comme si j'avais relâché une corde invisible, celle à laquelle je tenais depuis si longtemps un ballon aérien. Et ce ballon, je l'ai senti s'envoler, sans coup de vent, doucement, avec la certitude qu'il ne reviendrait pas. Je suis restée un moment assise sur le bord du lit, les jambes repliées sous moi, le matin pénétrant la chambre à travers le vieux rideau usé. À travers ce voile léger glissait la lumière, et sur le mur dansait l'ombre fragile d'une branche de pommier,
un souvenir silencieux de ce que Jack avait dit le jour où nous avons acheté cette maison. Ce sera ton côté de la fenêtre. C'est ici que naîtra le matin. Il avait ce don rare de choisir des mots simples, capables de s'ancrer dans le quotidien, de devenir matière, lumière, mémoire vivante. Je me suis levée, doucement, comme si mes os eux-mêmes s'étiraient après un long sommeil. Je suis allée à la cuisine, j'ai préparé un thé, sans empressement, sans détour, comme si j'étais déjà ailleurs, dans un espace où le temps s'étire, fluide, léger, comme une respiration paisible. À peine la tasse entre les mains, une pensée claire s'est imposée à moi. Boîte, transport, billets, papier, tout cela devait être réglé. Et moi, j'étais prête. Puis, un sourire m'a traversée. Non un sourire nostalgique ou douloureux, mais un sourire simple, libérateur. Parce que j'ai compris que partir n'était peut-être pas plus difficile que d'aller visiter une amie, il suffisait simplement de ne pas revenir. L'idée, loin d'être un sauvetage, sonnait comme un pas naturel, presque inévitable. Alors j'ai commencé à emballer. J'ai pris les dessins d'enfants de Darline, son cahier d'école, les vieilles photos, le vieil appareil photo cassé de Sébastien, celui qu'il utilisait un été quand il rêvait de devenir conteur visuel. Les lettres fanées de Katia ornées de timbres roses, les objets minuscules, les morceaux d'hier. Chaque chose a retrouvé sa place, dans des boîtes, étiquetées avec soin. Souvenirs ne nécessitent pas de retour. Et sur certaines, j'ai ajouté un peu par jeu, un peu par gravité. Attention, peut contenir des regrets. Ce tri, ce rangement, n'était pas seulement matériel. C'était le tri de mes années, de mes mémoires, de mes choix. Ce que je gardais, ce que je laissais repartir, ce que je considérais comme à transmettre, peut-être un jour. Je n'étais pas en train de vider une maison, j'étais en train de vider un passé, de poser doucement ce fardeau que j'avais porté bien trop, longtemps. Pour Sébastien, j'ai mis dans une boîte ses diplômes, ses médailles de tennis, souvenir d'une saison qu'il avait voulu croire pleine d'espoir. Pour Darline, ses cahiers, ses premières notes griffonnées, cette lettre minuscule. Maman, ne entre, Yazlus. Pour Katia, rien encore. Elle resterait à part, avec le temps, l'amitié, les possibilités. Quand tout fut prêt, j'ai appelé un camion de déménagement. Un jeune homme est arrivé, tatouages au bras, sourire large, calme. Il a soulevé les boîtes sans poser de questions. Juste cette phrase, en souriant. Voyager léger, c'est meilleur pour le dos. Et pour l'âme aussi, ai-je murmuré, sans y réfléchir. Une fois les cartons partis, je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai tapé un mot simple dans la barre de recherche. Lisbonne. Un billet. J'ai trouvé un vol pour la semaine suivante et j'ai choisi une place côté hublot. J'ai pensé que Jack l'aurait aimé. Ce goût de l'horizon, de l'air marin, d'un nouveau départ sous le regard de l'océan. Je me suis remémoré cette route de province, le radio doux à la radio, lui au volant, une main sur le levier, l'autre posée sur mon genou. Et ces mots qu'il avait dits un jour, en riant doucement, je voudrais une maison où il n'y aurait rien d'obligatoire, rien de nécessaire, juste ce qui compte, pour toi, pour moi. Et quand j'avais demandé ce qu'il envisageait pour les enfants, il avait répondu « Calme, les enfants sont des invités dans la vie. L'essentiel, c'est qu'ils sachent que tu n'es pas un hôtel. » Ce n'était pas une plaisanterie, c'était la vérité. Je la comprenais maintenant. Le soir venu, j'ai envoyé un message à Darline. Tous les cartons sont partis, ne vous inquiétez pas. Je ne vends pas la maison, je la libère. Je pars vers un endroit plus chaud, ne me cherchez pas, je ne suis pas perdue. Je n'ai rien écrit à Sébastien. Il ne remarquerait sans doute même pas mon absence. Ce qu'il ne voit pas, il ne le ressent pas. Quand je me suis glissée dehors dans le jardin, l'air sentait la terre humide, les feuilles mortes, et quelque chose d'indiciblement amer, comme si septembre lui-même, en partant, laissait un dernier murmure. Je m'en vais, mais je ne disparais pas. Je suis allée jusqu'au pommier. J'ai posé la main sur son écorce rugueuse, chaude encore du soleil du jour, et j'ai soufflé. Merci d'avoir grandi avec moi. Puis j'ai souri, légèrement. Parce que je venais de comprendre une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour parler aux arbres. Et parfois, ces arbres écoutent plus attentivement que n'importe quel être humain. Surtout quand les êtres humains ont laissé leurs larmes, leurs mots, leurs dettes sur le seuil. Ce jour-là, je n'étais plus seulement une veuve en deuil. Je redevenais une femme vivante, avec mes bagages, mes choix, mes clés, une maison au bord de l'océan, et un plan qui n'appartenait qu'à moi. Chapitre 6, l'avion a atterri en douceur,
comme si le Portugal n'était pas un pays, mais un oreiller atténué, posé pour les âmes fatiguées. Je ne me suis pas empressée de sortir. Je suis simplement restée assise, les mains serrées sur les accoudoirs, le regard perdu à travers le hublot. Au-delà du verre, le soleil, des murs blancs, des toits de tuiles et cette sensation mystérieuse, comme si quelqu'un avait murmuré « Enfin, tu es arrivé ». Le trajet jusqu'à la villa n'a duré qu'un peu plus d'une heure. La route ondulait entre les orangers comme une conversation lente sous la chaleur. Rien ne pressait, tout se faisait quand l'instant l'appelait. Le chauffeur, un homme nommé Thiago, m'a demandé en chemin « Vous êtes venu pour des vacances ou pour vivre ici, pour respirer, pour l'instant ?» Ai-je répondu doucement. On verra après. Il avait hoché la tête avec l'air de quelqu'un qui a vu passer beaucoup de gens venus, d'abord pour souffler, puis pour planter des roses, se marier ou ouvrir une galerie. Quand nous avons tourné vers l'allée qui menait à la maison, je l'ai vu enfin dans son entier, comme une carte postale qu'on aurait tardé à envoyer. Des murs blancs, des volets vert foncé, une terrasse qui offrait une vue qu'on ne peut décrire simplement. L'océan scintillait là-bas, comme un immense tissu d'argent déployé pour le ballet silencieux des mouettes. Une femme d'une 50aine d'années, en tablier vif décoré de citron, avec une coiffure un peu artisanale mais soignée, m'attendait à la porte. « Je suis Pilar Rodriguez, voisine, et gardienne temporaire de votre nouvelle vie. Bienvenue !» dit-elle d'un ton chaleureux, presque robuste, comme une poêle dans laquelle on ferait revenir des pommes de terre. Accueillant, généreux, avec un léger grésillement d'hospitalité. Elle m'a conduite à l'intérieur de la maison. Je lui ai gardé un peu d'ordre. La maison est belle, elle grommelle un peu quand le vent passe, mais ce n'est qu'un vieux mari, grincheux, parfois, mais jamais méchant. J'ai souri, vraiment souri, pour la première fois depuis... Oui, pour la première fois. À l'intérieur, il y avait l'odeur apaisante de la tente, comme si les murs retenaient le souffle d'ancienne vie, et l'air semblait savoir qui venait d'arriver. Dans un coin, un petit vase d'herbes sèches. Sur l'étagère, 2 verres à vin. L'un un peu poussiéreux, l'autre flambant neuf. « Je les ai laissés », expliqua-t-elle en me tendant un verre. « Au cas où quelqu'un se joindrait à vous. On sait que les gens ici apprennent vite à croire l'impossible. L'air aide. » Je me suis promenée dans la maison. Le sol en terre cuite, frais sous les pieds, un mur vide, avec un cadre sans photo, comme une invitation muette à y accrocher un nouveau souvenir. Des fenêtres ouvertes, dont les rideaux respiraient doucement, comme les tissus d'une maison qui s'éveille. Sur la terrasse, une table était dressée, une nappe blanche, une bouteille de vin, et un mot posé dessus. « Ouvre-le, quand tu sentiras que tu es à la maison, Jack. » Je me suis assise, regardé l'océan. Je n'ai pas eu besoin de me demander « Où suis-je » Je le savais. Pilar est revenue avec une assiette d'olives et de fromage. Le vin peut attendre. D'abord, un peu de sel et de vérité. C'est la coutume ici. Et la vérité, à quoi ressemble-t-elle ici ? Ai-je demandé doucement. Personne n'est jamais seul ici. Parfois, le silence dit plus que les gens. Elle s'est éloignée, me laissant seule avec la maison, l'océan, l'air qui vibrait d'une promesse silencieuse. J'ai sorti la lettre de Jack, celle que j'avais apportée avec moi, la dernière des lettres qu'il avait laissées. Tu es arrivé, je le savais. Cette maison, ce n'est pas un refuge, c'est une suite. Tu n'as plus à te morceler pour les autres. Ici, rassemble-toi. Et si tu ris, que ton rire résonne. Je suis là, où que tu choisisses d'être. J'ai débouché la bouteille, verse un verre, lentement, comme on verse une promesse. Je suis ici, je commence à vivre. Ai-je pensé en regardant le liquide rubis danser dans la lumière du soir. Et quelque part, près de la petite grille d'entrée, un vélo a sonné. Quelqu'un arrivait. Pilar allait accueillir un visiteur. Chapitre 7. Elle a appelé ce soir-là, alors que le soleil glissait déjà derrière le toit de la maison voisine et que les ombres sur le mur s'allongeaient plus vite que les pensées. J'étais assise sur la terrasse, un journal local à la main. Je ne comprenais pas grand-chose, mais ces mots en portugais semblaient caresser mes yeux. C'était une langue qui n'attendait rien en retour. Le téléphone a sonné longtemps. Ce vieux téléphone à touche, comme je les aime. Je traînais, parce qu'au bout du fil pouvait encore se trouver une demande, une voix venue d'un autre temps. Mais c'était elle. « Grand-mère » La voix de Katia tremblait, comme un fil tendu entre 2 doigts, qu'on craint de rompre. « Je suis là » ai-je dit.
Puis le silence. Et un sanglot. Pas un sanglot tragique, plutôt celui qu'on retient trop longtemps, jusqu'à ce que le cœur ne puisse plus. Un sanglot simple, désarmant, sans fioriture. Elle m'a menti, maman. Elle disait que c'était elle qui payait mes études. Mais en vérité, c'était toi, tout ce temps. Oui? Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que tu devais l'aimer, sans douter. Et maintenant? Maintenant, tu peux l'aimer, moi. Enfin, honnêtement, elle a dit qu'elle voulait venir. Si c'est possible. La fenêtre est ouverte. Moi, je ne le suis plus, ai-je répondu. Je suis juste entr'ouverte, à l'aération. 3 semaines plus tard, je l'ai retrouvée à l'aéroport. Elle est sortie des portes vitrées comme quelqu'un qui va rejoindre un rendez-vous longtemps différé. Elle portait un t-shirt simple, sans slogan, sans cette ironie un peu dure de l'étudiante. Il y avait seulement dans ses yeux la fatigue, l'âge, la recherche. Je ne savais pas si nous allions nous embrasser. Mais elle s'est approchée doucement, s'est collée à moi, sans mots, presque avec crainte, comme si elle craignait de me blesser. Je l'ai serrée dans mes bras. « Alors, prof, tu viens pour ta remise à niveau ?» ai-je demandé, à voix douce. « Plutôt pour une réexamen », a-t-elle souri. Pendant le trajet en voiture, nous avons parlé peu. Mais ce n'était pas le silence du vide, c'était le silence de ceux qui n'ont plus besoin de mots urgents. Quand nous avons tourné vers la maison, elle a murmuré « C'est beau, la maison, pas comme dans un film, mieux, parce qu'elle ne prétend rien. » À l'entrée, Pilar Rodriguez nous attendait, un panier de fruits à la main et un gâteau à la carotte sous le bras. « Je sentais qu'il y aurait de la jeunesse ici, dit-elle en souriant. Alors j'ai apporté du sucre pour le cerveau. Caterina a ri. Un vrai rire, sincère, léger, comme un moulinet dans le vent. Et la maison, elle-même, a répondu par un léger grincement des volets, comme si elle souriait. Chapitre 8. Le lendemain, nous étions assises sur la terrasse. Nous buvions notre café, moi dans ma vieille tasse habituelle, elle dans un verre à vin, parce qu'elle voulait tout réinventer. À neuf. Tu as toujours su qui j'étais ? M'a demandé Katia, le regard posé sur l'océan. Non. Je savais simplement qui tu étais à mes côtés. Une petite fille aux mains qui sentait la framboise et la colle, aux genoux rafistolés de bouts de tissu tirés de dessins animés, presque à côté du monde. Puis, un jour, tu as disparu. Elle a hoché la tête. Je suis partie là-bas, là où je croyais devenir correcte, mais il y avait trop d'exigences et trop peu de chaleur. J'ai voulu devenir normale, gagner l'amour. Et comment ça s'est passé ? Je suis revenue, c'est la réponse la plus courte et la plus honnête. Le soir, je l'ai vue coiffer ses cheveux près de la fenêtre, comme quand elle était enfant. « Tu penses rester ?» ai-je demandé doucement. Elle n'a rien répondu tout de suite. Puis elle a posé le peigne, s'est levée, est allée sur la terrasse, à regarder l'océan. « Si tu n'es pas contre. » « Contre ? Moi ? Au contraire. Même si tu décides de déclencher ici une révolution. J'ai souri. Juste une petite règle. N'oublie pas de ranger les chaussons en bas de l'escalier. Chez nous, il y a la démocratie. Mais avec des règles. Katia a ri. Alors je reste. Pour l'instant. Pour prendre une pause. Pour la vie, mon enfant. Je ne suis pas sûre de savoir comment faire. On commencera par un café tous les matins. Et on suivra la notice. Et elle, où est-elle, cette notice ? On l'écrira ensemble, sur cette table. Sous ce soleil, un silence. Puis ces larmes, douces, simples, comme une délivrance annoncée. Depuis, Katia se réveille avant moi. Ce n'est pas qu'elle soit un oiseau matinal. Non. C'est plutôt le décalage horaire qui la rend éveillée avant l'aube. Son rythme intérieur n'est pas encore recalé à la nouvelle vie. J'entends le bruit dans la cuisine. Le froissement des tiroirs, le cliquetis des couteaux, la cafetière qui siffle. Une fois, j'ai cru entendre « Zut, Pilar ! Tu disais que ce serait simple. » Puis, un fracas, un petit toussotement. Sa première expérience à l'ail. Le matin n'est plus ce qu'il était. Ce n'est plus un commencement quelconque. C'est notre espace à deux. On se retrouve sur la terrasse, moi avec mon café familier, elle avec quelque chose de nouveau chaque matin. Un jour, c'était un smoothie vert. Un gorgé, et j'ai senti mes entrailles protester, comme si elle s'était inscrite, malgré elle, à un cours de yoga forcé. Audacieuse, ma petite, très verte, dis-je en riant. C'est une cure détox, répond-elle avec sérieux. À mon âge, ce ne peut marcher que contre les mots. Et on a ri, on rit de plus en plus souvent. Ici, le rire, c'est comme un courant d'air. Il surgit dès qu'on ouvre la porte. Pilar vient tous les jours,
Elle a une clé, même si je ne lui en ai jamais donné. Je crois qu'elle l'a gardée depuis qu'elle a pris ce rôle de gardienne temporaire un peu trop à cœur. Elle appelait la porte du pain, des olives, des nouvelles du village. Parfois, elle me dit « Tu sais, Katia me rappelle ma nièce. Elle aussi, au début, venait pour les vacances. » Et puis, elle a épousé le pharmacien du coin. Il lui préparait des tisanes pour tout. Katia sourit. Pilar plisse les yeux, malicieuse. « Ne t'inquiète pas, je trouverai quelqu'un pour toi. Sans tisane, mais avec du café. Et la liberté. » Pour la première fois depuis des années, Katia ne met plus de rouge à lèvres le matin. Elle ne poste plus de photos, ne guette plus de likes. Elle reste pieds nus, lit les vieux livres de Jack, il lui arrivait d'aimer Chagall et Tchekhov, écoute la radio locale, tout en portugais, et dit parfois « Je ne comprends pas les mots, mais j'aime la musique de cette langue. » Comme avec toi, quand tu étais adolescente, dis-je doucement. À l'époque, ce n'était pas le portugais, mais la colère. Parfois, je me surprends à l'observer. Ses gestes, discrets, encore un peu effrayés, mais déjà plus souples. Elle est toujours dans la prudence. Elle qui n'a jamais été aimée sans condition. Mais elle respire. Chapitre 9. Un soir, nous avons décidé de préparer le dîner ensemble. Pilar avait sorti une recette de poisson au vin. Katia s'est vue confier le rôle principal. Le poisson a glissé de la planche à découper, le vin a terminé dans la bouilloire, Lyle s'est invité dans une salade de fraises, pour un mariage incongru. C'est de la cuisine d'auteur ? Ai-je demandé. Non, de l'avant-garde. Après tout, nous sommes en Europe, a-t-elle répliqué avec un sourire malicieux. Finalement, nous avons mangé du pain, du fromage et des tomates tranchées à main nue. C'était le dîner le plus savoureux des derniers mois. Non pas parce que c'était parfait, mais parce qu'on n'essayait rien prouver. Juste être ensemble. Elle m'a parlé de l'université, de ses camarades, de sa mère. Elle m'a raconté qu'un jour, sa mère lui avait dit « Tu ne peux pas être faible. Tu dois être intelligente comme ta grand-mère et forte comme moi. Moi, je voulais juste être Katia, avec mes peurs, mes erreurs, mes bêtises. Sois là, ici. Personne ne passe d'examen. » J'ai répondu. Elle s'est tue, puis doucement. « Et toi ? Toi, qu'est-ce que tu veux être maintenant ?» Je me suis tue un instant. J'ai réfléchi. Puis j'ai répondu. La maîtresse d'une maison où on rit à nouveau. Pilar est revenue avec 2 paires de chaussons d'intérieur. Considérez ça comme votre acte de domiciliation, a-t-elle dit en l'étendant. J'ai enfilé les miens, Katia les siens. Nous nous sommes regardés. Maintenant, on est local. Maintenant, on est chez nous. Et j'ai compris que nous avions cessé d'attendre demain. Parce que ce soir, déjà, c'était suffisant. Katia est partie une journée dans une ville voisine, visiter l'université qu'elle pourrait choisir. Je ne lui ai pas demandé laquelle, pas par indifférence, mais parce que, pour la première fois, ce choix venait d'elle seule. Je suis restée seule, dans la maison. Et c'était bien. Un matin sans parole, comme un pain sans sel, rude, mais vrai. Je me suis promenée pieds nus sur le carrelage en terre cuite, frais sous la plante des pieds, comme la première gorgée d'eau après un long voyage. J'ai ouvert les volets. L'océan respirait, au même rythme que moi. Sur la table, une lettre. La dernière que Jack m'avait laissée. Je ne l'avais pas ouverte. Je la gardais comme le dernier carré de chocolat d'un paquet qu'on ne finit que lorsque tout est prêt. Mais ce matin-là, pour une raison que je n'ai pas cherchée, j'ai eu envie de la lire. Tu as vécu jusqu'au silence. Donc tu es vivante. Tu n'as besoin d'aucune justification, ni aux enfants, ni aux voisins, ni à toi-même. Tu es toi, sans note de bas de page. Si tout semble vide, vérifie si ce n'est pas l'air. Il n'est pas vide. Il respire. J'ai ri, à travers les larmes. Qui d'autre que lui aurait pu écrire comme ça ? Vérifie si ce n'est pas l'air. Toujours capable de dire l'essentiel avec simplicité, mais de laisser l'image planer, comme une mouette sur un toit, subtile, mais impossible à ignorer. Je suis sortie sur la terrasse, me suis assise, j'ai regardé, sans penser à rien. Puis je me suis levée, pour marcher un peu, sans destination. Chapitre 10. Un jour, au marché, j'ai acheté des abricots et une baguette. Pilar ne m'a pas vue, elle disputait avec le marchand de menthe. Je l'ai contournée en souriant. Parfois, le théâtre d'autrui fournit le meilleur décor pour construire son propre univers. Dans une petite librairie, j'ai déniché un vieux recueil de poésie. Entre ces pages, j'ai trouvé une carte postale inachevée, écrite en portugais.
Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais j'ai eu envie de l'acquérir, préserver une parole inachevée, garder un fragment de silence. De retour à la maison, je me suis attelée à vider un vieux tiroir, le seul meuble qui avait survécu au déménagement. Dedans, des notes, de vieux tickets de caisse, une note griffonnée par Katia. « Grand-mère, pardon, j'ai cassé le vase, mais papa disait que tu ne l'aimais pas de toute façon. » Je me souviens de ce jour. Sébastien avait dit ça avec un sourire, presque en plaisantant. Et moi, j'avais eu envie de disparaître. Aujourd'hui, je regarde ce mot et je ne ressens pas la colère. Juste une tristesse douce. Sébastien n'était pas un monstre. Il est seulement resté là, à l'endroit où les enfants n'apprennent jamais à grandir. Cela lui convenait. À moi, c'était devenu insupportable. Le soir venu, je faisais frire des pommes de terre. Parfois, on a juste besoin de sentir l'odeur de l'enfance. Soudain, un message de Katia est arrivé. « Ici c'est beau, mais ce n'est pas ton beau. Je prends le bus de nuit, je rentre. Tu me manques. » J'ai mis 2 assiettes sur la table. J'ai étalé une nappe bleu clair, comme le ciel de ses yeux un jour. J'ai bu du thé. Et, derrière le mur, la radio ronronnait doucement. La maison n'était pas silencieuse. Elle ne discutait simplement plus avec moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé pour la première fois. Je ne suis pas restée seule. Je suis restée avec moi-même. Et ce n'était pas de la solitude. C'était le début d'un dialogue. Katia est sortie tôt ce matin, le café à la main, un plaid sur les épaules. L'océan, encore bleu, ne me paraissait plus muet. Il semblait la saluer. Par le bruit des vagues, le souffle du vent, l'odeur du sel. Je suis restée un moment, dans l'ombre de la terrasse, assise, sans rien faire. Juste observer. Elle savait que j'étais là, mais nous avions appris à ne pas remplir le silence de mots. Après une demi-heure, elle est revenue. Elle s'est assise près de moi, elle s'est blottie contre moi sous le plaid. « Peux-tu m'écouter ? Pas pour un besoin. Juste pour que ça ne reste plus seulement en moi. » J'ai hoché la tête. Ce n'était plus un dialogue, ni une confession. C'était une porte rouillée qu'on venait d'ouvrir. Il n'était pas méchant, juste vide. « Tu parles de Sébastien ?» ai-je demandé doucement. « Oui, quand j'étais petite, c'était comme un film qu'on annonçait sans jamais le commencer. Toujours des promesses, on ira après, j'achèterai après, je t'apprendrai après. » Mais ce « après » était toujours occupé par ses affaires, ses projets, sa fatigue, son « je ». Je l'ai écoutée, sans interrompre. Je hochai seulement la tête. Elle continua, la voix calme, sans tremblement. Pas un cri du cœur, mais une vérité enfin formulée. Je voulais être agréable, drôle, intelligente. Je racontais des histoires pour le faire rire. Parfois, je riais, même quand ses mots étaient blessants. Il appelait ça l'entraînement à la vie d'adulte. Et moi, je croyais que c'était l'amour. Elle referma les yeux un instant. Sa respiration était légèrement saccadée. Quand il oubliait de venir à mes spectacles, il disait qu'il construisait l'avenir. Mais mon avenir, à ce moment-là, montait sur scène. Il attendait un regard. « Et tu n'as rien dit ?» demandai-je. « Non, parce que maman, elle était l'experte des contes des sentiments. Tout devait être en ordre. Et si ça ne l'était pas, on se taisait. Tes questions ne servent à rien. Et maintenant, je suis fatiguée de me taire, fatiguée de deviner. » Elle posa sa tête contre mon épaule. « Tu es la seule adulte avec qui je ne me sens ni petite, ni stupide, ni redevable. Parce que tu n'es pas petite, tu es mienne, mais pas comme on possède, plutôt comme on répond. » Nous sommes restés longtemps comme ça. Le soleil montait dans le ciel. Pilar est passée par la porte-fenêtre apportant du jus de mandarine et, en nous voyant enlacés, a murmuré « Je reviendrai plus tard. » Laissez ce moment intact. Chapitre 11. À midi, Katia a griffonné dans son carnet. Parfois, grandir, c'est cesser d'expliquer pourquoi on a mal. Puis, elle a arraché la page et l'a accrochée au frigo. Au cas où l'envie de se taire reviendrait, a-t-elle expliqué. Le soir, nous sommes allés marcher jusqu'à l'océan. Katia jetait des galets dans l'eau, comme lorsqu'elle était enfant. Je la regardais, et dans un souffle intérieur, j'ai pensé « Si j'avais su que derrière son silence repose tant de mots, j'aurais su écouter plus tôt. » Nous n'avons plus parlé. Et ce silence, ce fut la plus honnête des conclusions à notre conversation. Avant de dormir, elle est venue vers moi. « Merci de ne pas avoir essayé de me sauver. Juste,
d'être là. C'est ça le vrai salut, ma chérie. Ai-je répondu doucement. Simplement être. Elle s'est endormie rapidement. J'ai ouvert la fenêtre entr'ouverte. L'océan murmurait dehors, comme pour me glisser à l'oreille. Parler, c'est important. Mais choisir qui tu veux écouter l'est encore plus. Le lendemain matin, j'ai décidé de vider un vieux tiroir de papier. Non parce qu'il gênait. Il trônait calmement, comme un vieux chien fidèle à la porte. Non. Juste parce que c'était le bon moment. Parmi des factures anciennes, des tickets, des notes de Jack, l'une disait « Rappelle-toi d'acheter du sel » ou de la patience. Et des recettes de Pilar, son écriture ressemblait à une sismographie. J'ai trouvé un dessin fait par Sébastien lorsqu'il avait environ 8 ans. Il y était moi, très grande, avec quelque chose qui ressemblait à des ailes. Et dessous, cette inscription, tremblée, enfantine. Ma maman s'est volée quand je le demande. Je n'ai pas pleuré, j'ai souri. Il croyait vraiment alors que je pouvais tout. Et moi, je croyais qu'il allait grandir. J'ai décidé d'écrire une lettre de ma main, pas un message sur Messenger, pas un texte jeté entre deux claviers, une vraie lettre, sur vrai papier, parce que la vraie honnêteté exige du temps, et un stylo à encre bleue. Sébastien, tu es adulte. Je n'écris pas pour te faire des reproches, mais pour te rappeler ceci. La maturité ne se résume pas à une pièce d'identité. Elle se mesure à la responsabilité que tu assumes devant les autres. Tu as toujours su manier les mots joliment et envelopper ta paresse dans un rêve. C'était presque charmant, tant que tu restais un adolescent. Mais tu es devenu un homme qui attend que le dîner soit servi, que la vie soit payée, que l'on croie en un projet sans nom. Tu disais que je devais être de ton côté. Et je l'ai été. Longtemps. Je n'ai pas cessé d'aimer. Mais j'ai cessé de financer. Je ne suis plus ton système de survie. Pas parce que je suis en colère, mais parce que sinon tu resteras éternellement le garçon qui dessine sa mère avec des ailes, sans remarquer qu'elle ne vole pas. Elle marche, ou elle ne repose pas. Tu as eu toutes les chances, et peut-être en auras-tu encore. Mais je ne suis plus obligée d'être ta chance. Si un jour tu veux parler, vraiment parler, comme un adulte avec un adulte, j'écouterai. Mais si c'est pour l'argent ou la maison ou ta part, ne t'embête pas à écrire. Je n'ai pas à payer pour ton incapacité à choisir un chemin. Je suis ta mère. Mais je suis aussi un être humain. Et aujourd'hui, j'ai choisi moi. Porte-toi bien. Et sois enfin honnête, au moins avec toi-même. Je n'ai signé que maman. Sans pompe. Sans. Avec amour. Même si l'amour, lui, était là, mais plus comme un mot jetable, comme une décision lente. Quand Katia a vu la lettre, « C'est pour Sébastien » a-t-elle demandé. Oui, tu espères une réponse ? Non. Ai-je répondu. Mais je me suis donné ma propre réponse, et ça suffit. Chapitre 12. À la poste, on m'a proposé un joli timbre orné de fleurs. J'ai choisi le plus banal. Après tout, la vie ne tient pas toujours à l'emballage. De retour avec Katia, elle me tenait le bras. « Tu n'as pas peur qu'il se fâche » m'a-t-elle demandé. Qu'il le fasse. Parfois, être susceptible est le seul moyen de sentir. Et s'il revient ? Pilar ne le laissera pas entrer. Elle dira que je suis partie en retraite méditative. Au Tibet, avec des chèvres. Katia a ri. Elle se souvint qu'un jour, elle fouillait l'étagère au-dessus de la bibliothèque pour trouver son chargeur de téléphone. Le chargeur était ailleurs, bien sûr, mais entre un livre sur la peinture flamande et un vieux recueil de recettes de Pilar, elle a trouvé une petite enveloppe plate, un peu brûlie par le soleil, le rabat légèrement plié, avec pour inscription « À Katia, à titre personnel ». Écriture inimitable de Jack. Elle s'est assise par terre, comme dans son enfance, quand elle trouvait un bonbon oublié dans une poche, et a ouvert l'enveloppe délicatement. À l'intérieur, une photo, ancienne, un peu délavée, les bords irréguliers. On y voit Katia, vers 8 ans, coiffée d'une casquette un peu ridicule, tenant une raquette de tennis à l'envers. L'un de ses lacets pendouillait, l'autre manquait. Mais elle souriait si largement qu'on aurait dit qu'elle venait de gagner Wimbledon, ou qu'elle allait recevoir une glace, pas un trophée. Derrière elle, Jack, chapeau de paille sur la tête, avec cette expression qu'il adoptait toujours pour dire « Tant que tu es heureuse, tout ira ». Au dos de la photo, cette phrase manuscrite. Tu es plus forte que tu ne le crois. D. Simple, sans leçon, sans date,
sans avec amour. Katia a regardé la photo longuement, comme si elle voyait pour la première fois l'enfant qu'elle avait été, l'adulte qu'elle tente de redevenir. « Bonjour toi », murmura-t-elle. « Tu m'as manqué. » Puis elle regarda la signature et chuchota. « Merci, grand-père. J'essaie vraiment. » Elle glissa la photo dans le vieux livre que Jack lisait les soirées de pluie. Ce recueil de poésie et de pensées sur la mer. Laissez ces mots et ces images ensemble. Certaines paroles sont des encres. On les jette au fond du cœur, et elles tiennent ferme, même quand tout s'efface. Tu n'as pas changé, tu es simplement redevenu toi. Peut-être que j'ai toujours été moi, dit-elle, doucement. Personne ne l'avait remarqué. Nous sommes rentrés. Sur la terrasse, une théière attendait. La lettre était postée. Moi, je suis restée. Non en ayant gagné, ni en ayant fui. Juste en ayant choisi d'être. Quand Pilar a annoncé qu'elle préparait un petit quelque chose, j'ai compris. Petit signifiait « traite-toi comme pour un mariage royal. Juste des voisins, un peu de nourriture, peut-être une guitare. Rien de compliqué. » Simple a déjà duré 3 jours, Pilar, dis-je. C'est vrai. Simple ne veut pas dire rapide. Elle rayonnait d'enthousiasme, Pilar. Katia, d'une légère anxiété. Je ne connais personne ici, je n'ai pas de tenue adaptée, je ne parle pas portugais. Tu sais déjà sourire, ça suffira. Et si quelqu'un vient me parler? Dis simplement Estuso a respira. Qu'est-ce que ça veut dire? Je respire. On te comprendra. Chapitre 13. Le soir venu, nous sommes allés à la place du village, des tables installées sous les arbres, le vin coulait, comme une rivière généreuse. Le pain était grillé comme un soleil doré, on riait, comme savourir ceux qui vivent plutôt que de montrer qu'ils vivent. Pilar circulait parmi les invités, dans son tablier citronné, comme la maîtresse d'un petit restaurant. Ses plats venaient tous de son jardin, son accueil de son cœur. Katia se tenait un peu à l'écart, comme un chat délicat qu'on vient de sortir d'une cage pour le larguer dans un nouveau foyer. Je l'ai approchée doucement. « Regarde !» dis-je à voix basse. « Ici, on ne te juge pas, ou on rit avec toi, ou on t'invite à la table. Et si ni l'un ni l'autre n'arrive, murmura-t-elle. Alors ce n'est pas le Portugal, répondis-je en souriant. Elle a d'abord simplement observé, puis une jeune fille est venue la voir. Adela. Elle lui a dit quelque chose que Katia n'a pas compris. Puis, elles ont ri, et Adela est restée. Je l'ai vue parler par gestes, goûter le fromage, grimacer, puis rire de nouveau. Et soudain j'ai compris. Elle n'était plus dans un costume, ni protégée derrière un masque. Elle était ici, maintenant, dans l'instant vrai. Un vieil homme approcha. « Antonio ». Il m'a souri, puis s'est tourné vers moi. « Vous ne dansez pas ?» demanda-t-il. Je me suis déjà assez essoufflée. « Ce n'est pas vrai, vous avez juste oublié comment danser sans raison. » Il n'a pas insisté. Il s'est éloigné. Puis une vieille chanson a résonné, celle qu'un jour Jack mettait pour accompagner la préparation des pâtes. Je me suis levée. Non par devoir, non parce que l'atmosphère l'exigeait, mais parce que mes jambes se souvenaient, elles savaient qu'il était temps. J'ai dansé. Pas avec grâce, pas avec légèreté de ballerine. Juste comme je savais. Katia applaudissait, Pilar chantonnait, et l'océan, sans doute, regardait d'où il est à l'horizon. Après la danse, je me suis rassis. Mon cœur tambourinait. Comme à l'époque, quand Jack m'avait invité à un rendez-vous pour la première fois, avec des fleurs et un sac à outils. « Tu veux retaper la maison ou le cœur ?» m'avait-il demandé alors. « C'est mieux d'être utile tout de suite », avait-il répondu. Peut-être qu'il avait raison. Chapitre 14. L'océan grondait ce matin-là, comme une machine à laver à l'essor brisé, chaotique et ondulant. Pilar disait souvent qu'en l'écoutant vraiment, on finirait par entendre ces mots. Chaque matin, je l'écoutais. Jusqu'à présent, seulement le clapotis, le ressac, le tumulte. Mais qui sait ce que demain murmure? Katia dormait encore. Elle a désormais cette habitude. Dormir tard. Je ne l'en empêche pas. La jeunesse doit mûrir pour ne plus rester verte. Moi, j'étais assise sur la terrasse, emmitouflée dans un gros pull et un plaid que Pilar appelait « contre tout ». Devant moi, une feuille de papier vierge. La dernière. Les lettres de Jack étaient épuisées. Il avait longtemps gardé le silence. Maintenant, c'était à mon tour. « Jack, tu avais raison. Ici, on respire.
ni fort, ni en fanfare. Mais, vraiment, la maison est devenue mienne. Pas tout de suite. D'abord, j'attendais que tu franchisses la porte, puis que les enfants s'appellent, puis que Katia parte. Et puis, un matin, je me suis réveillée. J'ai compris que j'avais oublié d'attendre. Pilar me dit souvent que j'ai le regard de celle qui tient sa vie en main. Ça me va. Elle m'a dit hier, en m'apportant du poisson. Apprends à ne pas le surcuire, comme les hommes. Katia est restée. Elle rit plus souvent, pleure rarement. Elle a des amis. Un d'eux la regarde comme tu me regardais autrefois, quand je portais tes boucles d'oreilles qui ne chatouillaient que les épaules. Sébastien n'a pas écrit, et ça m'apparaît comme un fait normal. Je ne vis plus dans l'attente. Parfois, je rêve encore de nos soirées. Ta voix, ta main sur la mienne. Parfois, non. Et c'est peut-être ça, vivre. Merci de m'avoir donné non seulement une maison, mais toi. Je n'ai pas toujours été présente. Mais maintenant, je suis présente pour moi. Si, là où tu es, tu vois ça, sache, j'ai trouvé ce que j'avais tant peur de chercher. Moi-même. Et oui, les couchers de soleil ici sont vraiment à part. Je rangeais la lettre dans la boîte où je conservais tout. Le premier bracelet de Katia, la vieille écuyère de Jack, celle qu'il réservait aux glaces. Katia arriva pieds nus sur la terrasse, café à la main, les cheveux en bataille, l'air doux et lumineux. « Tu lui as encore écrit ?» me demanda-t-elle. « Oui. Et il répond ?»« Toujours, » répondis-je en souriant, mais pas avec des mots. Elle s'assit près de moi, posa sa tête sur mon épaule. Regard vers l'horizon. « Tu es heureuse, mamie ?» Je réfléchis. Longtemps. Oui, parce que je respire, et que je n'ai plus à expliquer pourquoi. Elle fronça légèrement les sourcils, puis murmura, presque pour elle-même, « Tu lui manques ? À lui ? À Jack ?» Je regardais l'océan. Il grondait comme s'il cherchait les mots. « Tu sais, ma douce, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on le perd plusieurs fois. Chaque jour un peu, à chaque coucher de soleil, à chaque pluie, à chaque tasse de thé qu'on prépare maintenant. Juste pour soi. Au début, c'est douloureux. C'est comme si la vie nous ramène sans cesse le rappel d'un vide. » Je caressais doucement sa main. Mais après, il vient un autre temps. On cesse de compter les pertes, et on commence à voir le cadeau, à remercier qu'il ait été là. Que j'ai entendu son rire, connu ses gestes, ses maladresses. Alors le coucher de soleil n'est plus un rappel de l'absence. Il devient le souvenir de ce qu'on a aimé. Mon sourire n'était pas triste. Il était lumineux. Non, je ne regrette pas. Je ne manque pas. Je suis reconnaissante. Elle hocha la tête. Dans ses yeux, des larmes, mais aussi de la chaleur. Je veux ça, moi aussi, que, même après, il reste de la lumière. Alors commence dès maintenant à l'accueillir, ma chérie. Même la pluie, même les détails minuscules. Parce que ce sont eux, la vraie vie. Nous nous tûmes. L'océan grondait, et ce silence brillait, plus fort que n'importe quel mot. Nous bûmes encore un café. Quelque part, Pilar chantait doucement. Le monde n'était pas parfait, mais il ne demandait plus d'être parfait. Il était, et c'était suffisant. Si vous êtes encore là, cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, nous nous connaissons déjà un peu. Je suis cette femme de ces pages. Pas une héroïne, ni un modèle, juste une femme qui, un matin, a compris. Il est temps de vivre autrement. Non pas comme il faut, non pas comme il convient, mais assez pour que le cœur n'ait plus peur. La vie m'a appris que le plus difficile n'est pas de recommencer. C'est de croire que c'est possible, même quand tu n'as plus 20 ans, même si personne autour de toi ne croit, même si toi-même tu as des doutes. Si tu es à un carrefour, je suis là. Non pour te donner des réponses, mais pour murmurer « Tu peux, tu n'es pas seul ». Si tu es en route, continue d'avancer. Si tu es au fond, souviens-toi. Le fond, parfois, c'est ce sur quoi on bâtit le prochain sommet. Si tu es en pause, ne crains pas le silence. Ce n'est pas un vide, c'est une trame, un terreau. Et si, là maintenant, tu as envie de raconter ton histoire, même minuscule, même timide, écris-la. Je la lirai, lentement, à la lumière d'une tasse de thé. Parce que quand on partage nos histoires, même nos petites histoires, on arrête d'être seul. Une femme qui a enfin choisi elle-même.